Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs de Trône de Fer, le podcast lecture et lecture du Trône de Fer ou A Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon Nakama, toujours et encore indéboulonnable. Indéboulonnable. Impossible, ce sera impossible de me faire partir comme un dictateur. Le vrai dictateur sud-américain même. Chavez. Bouteflika. Enfin, pas forcément. Quand c'est dictateur, en tout cas, je restais en place aussi longtemps que lui. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 18, sur le deuxième chapitre de Sansa, de Clash of Kings, évidemment. C'est vraiment cool que je commence à vraiment apprécier les chapitres de Sansa. Je m'en suis pas rendu compte lors de mes précédentes lectures, en même temps je faisais pas le podcast, mais là, depuis pas mal de temps, en fait depuis l'emprisonnement des Dardes et sa mort, je me rends compte que j'aime bien le personnage, en fait. Bah ouais, il fallait. En fait, elle passe, elle est passée d'une naïve jeune fille à une traumatisée qui traverse un enfer, et forcément ça donne un peu plus de profondeur au personnage. Hein. Il n'y avait pas de profondeur au début, il y en avait zéro. Faut se l'avouer. Qu'est-ce qu'elle avait à proposer, Sansa, en termes de développement de personnage, de réflexion. Il y avait rien d'intéressant qui se passait avec elle. Et puis bon, c'est dans le premier tome, c'était impossible d'avoir de l'empathie. Enfin, pour moi, c'était impossible. J'arrivais pas à m'identifier d'une quelconque manière. Là, quand même, on a beaucoup plus d'empathie. C'est plus facile de se mettre. Alors, je dis pas que je vis ce qu'elle vit, mais je comprends beaucoup plus la nature ses émotions, ses réactions, tout ça. C'est beaucoup plus facile de s'identifier. Surtout qu'en plus ce chapitre, c'est un chapitre assez court, assez simple, et parfois en fait ça fait plaisir de retourner sur des chapitres de ce type, quoi. Ouais. Où t'as pas besoin de réfléchir pendant 30 minutes à qui est qui, aux tenants et aux aboutissants de chaque personnage. Là, tu suis juste sa storyline de manière assez, voilà quoi, de manière assez linéaire et ouais non, ça fait plaisir de lire un chapitre comme ça. Ouais. Ouais, clairement, pas partir dans tous les sens, Hmm. ça va faire un peu de bien, quoi. Alors, résumé assez succinct, hein, dans lequel on va retrouver Sansa qui a reçu un message très mystérieux qui, je cite, dit: «Rendez-vous au bois sacré cette nuit même si vous souhaitez rentrer chez vous». Il en fallait pas beaucoup, il en fallait pas beaucoup plus pour piquer la curiosité de Sansa et même lui redonner un peu d'espoir, mais bien évidemment, de l'espoir, mais aussi de la crainte, parce qu'elle n'a aucune idée de l'identité de l'expéditeur de cette lettre. Elle finira par retrouver, à son grand désarroi, Ser Dontos, on le rappelle, était le chevalier qui est devenu un peu le bouffon du roi, parce qu'il s'était présenté ivre à l'anniversaire de Geoffrey et qu'elle a sauvé in extremis. Et elle finit. Ce chevalier a l'air d'avoir de bonnes intentions, mais il n'a pas vraiment de solution à proposer. Elle finira par retourner dans son dortoir, accompagnée de Sir Sandor Clegane, qui lui racontera un petit peu plus de sa propre histoire. Le chapitre débute dans le donjon rouge par Sansa, qui a reçu un mystérieux message. Rendez-vous au bois sacré cette nuit même si vous souhaitez rentrer chez vous. Sansa l'avait découvert dans son lit, sous son oreiller, et le relisait inlassablement depuis. Elle n'en connaissait ni l'expéditeur, ni le moyen qu'il avait trouvé pour lui délivrer ce message, mais le contenu de cette lettre lui apportait mille espoirs. C'est vrai que tu te mets à la place de Sansa qui est captive dans le donjon rouge, dans la citadelle de Meager, sans aucune connaissance, sans aucun ami, aucun allié. Tu reçois un message de ce type, en fait, bah, tu dois vriller, hein. c'est, 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 c'est un espoir sans nom pour elle. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. À un moment, Sansa évoqua la possibilité de délivrer ce message à la reine Cersei pour lui faire preuve de sa loyauté. Mais la violence de Meryn Trent, chevalier de la garde royale, qu'il avait exécuté sur elle suite à un accès de joie qu'elle avait exprimé involontairement en apprenant la condamnation de Jane Austen au mur, lui revinrent en tête, et elle sut qu'elle devait garder cette information secrète. Donc tu dis que Sansa elle est tellement dans un syndrome de prisonnière qu'elle se dit même que en ayant reçu un message de ce type, il faut
Il faudrait qu'elle aille prévenir la reine Cersei pour lui dire que non, je suis bien fidèle, je suis pas une félonne, tu vois. Ouais, ouais, il y a clairement une petite part de syndrome de Stockholm et on le rappelle, c'est pas la première fois qu'elle pense, à aller rapporter à Cersei, ce qui se passe à la cour. On se souvient que quand Ned voulait plier bagages, et retourner à Winterfell, qu'elle était allée voir, Cersei en premier, quoi. On se souvient, dans le tome 1 et malgré tout ce qui se passe, elle arrive quand même, alors elle se ressaisit, hein, mais l'idée lui traverse encore l'esprit, quoi. Ce qui est un problème. En vérité, pendant toute la première partie du chapitre, on lit les pensées de Sansa en train de cogiter sur ces messages. Tu sais, j'aime bien le fait que, en fait, à chaque fois qu'elle y pense, qu'elle émet des réflexions, t'as le message en lui-même qui revient, tu vois, qui sépare en fait les différentes parties de ses pensées. Donc en Ouais, fait, il y a bah, en clairement fait, elle est hantée par ce truc, hein, maintenant, elle est complètement hantée par le message. donc elle réfléchit à son possible expéditeur, où elle évoque d'ailleurs le nom du chevalier aux cheveux d'or rouge et au manteau représentant le blason de sa maison, un éclair fourchu violet sur champ noir constellé d'étoiles, le même chevalier qui avait fait chavirer le cœur de Jane Poole, l'ancienne meilleure amie de Sansa, lors du tournoi de la main Beric Dondarrion. Alors Guillaume, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs, bon Beric Dondarrion, on va pas tellement parler, mais juste où il se trouve du coup actuellement, ce qu'il fait. Alors, Beric Dondarrion est actuellement dans le conflant, c'est celui qu'on avait envoyé, pour aller punir, Gregor Clegane, de tous, les méfaits qu'il commettait, dans le conflant. Heu, on comp donc on comprend qu'il est un peu qui fait profil bas, hein, qu'il est là-bas, qui mène une espèce de on a l'impression qu'il mène une espèce de guérilla quoi, contre Gregor Clegane. Mais, en tout cas, il voilà, il c'est tout. Qu'est-ce que Ouais. Non, il mène, comme tu dis, une espèce de guérilla contre Rhaegar Clegane et les Lannister plus en général, et on sait qu'il leur fait du mal puisque son nom revient à plusieurs reprises au niveau des conseils de guerre de Tywin. Et est-ce que tu te rappelles du coup où est Jane Poole, ce qui lui est arrivé à l'ancienne meilleure amie de Sansa? alors, elle a pas fini dans un bordel, elle? Ouais, on sait pas trop. En fait, ce qui s'est passé, c'est C'est que ça, hein. Elle a été séparée de Sansa, juste après, la l'intronisation de Geoffrey et la mort d'Eddard, mais on sait pas trop, mais on a un peu c'est pas Littlefinger qui disait: «Ouais, j'ai plein de bordel, je lui trouverai une place». ouais, il le disait pas textuellement, il a dit en fait à Cersei qu'il allait la marier. Il allait la marier et Cersei lui a enjoint de le faire en dehors de la ville pour pas, enfin pour pas qu'elle se retrouve près de Sansa quoi, quelque chose comme ça. Mais t'as raison, au vu de la réputation de Littlefinger, on sent qu'il peut avoir d'autres plans pour elle quoi. Mais Sansa doutait aussi et se prémunissait que ce ne fût qu'une farce méchante de Geoffrey ou d'un stratagème visant à prouver qu'elle était aussi une félonne, tout comme son père. Une servante entra alors dans la chambre et Sansa rangea précipitamment la lettre sous son drap. Sansa se méfiait de toutes ses servantes et on apprend même que, pour éviter tout risque qu'une de ses caméristes devienne trop proche d'elle, la reine Cersei veillait à ce que les femmes de chambre de Sansa changent toutes les 2 semaines. Alors Sansa décida de brûler le billet dès que la servante sortit de la chambre. Mais tu vois le vice de Cersei, quoi. C'est-à-dire qu'elle veut vraiment isoler Sansa de toute possibilité, voire même pensée d'évasion ou de sortie, tu vois. Très clairement, hein, là, elle lui laisse, aucun en fait, elle lui laisse aucune marge de manœuvre, pour pouvoir, avoir, du soutien, quoi et en fait, elle a aucun soutien cette pauvre fille. Grave. Et quand tu dis qu'elle a que quoi, elle doit avoir Sansa, elle doit avoir 13 ans, quelque chose comme ça. Non, attends, non, Sansa elle a 11 ans. Donc maintenant elle doit avoir 12 ans.
t'imagines pour une gamine de 12 ans, subir toute cette pression psychologique, c'est chaud, quoi. Non, là, c'est vraiment hardcore. Mmh. En regardant par la fenêtre de ses appartements, Sansa vit un membre de la garde royale qui faisait une ronde, Preston Verchon. Alors on a que très peu parlé depuis le début de la saga de Preston Verchon, ce chevalier de la garde royale, parce que de toute façon il n'apparaît que très peu depuis, hein. Il est évoqué par-ci et par-là pour indiquer sa présence auprès de Geoffrey ou enfin, auprès de Robert auparavant, ou bien auprès de Geoffrey. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire par rapport à Preston Verchon, c'est qu'il fait partie des gardes royaux qui n'hésitent pas à frapper Sansa lorsque Geoffrey leur donne. Et Sansa nous avait même dit dans son premier chapitre du tome 2 qu'il l'a traité comme une arriérée mentale. Je cite les termes. Sansa ne put se résoudre qu'à repousser son rendez-vous. Preston Verchant ne manquerait pas de lui demander où elle allait à une heure si tardive, malgré le fait qu'elle ait reçu la permission de la reine Cersei de circuler dans tout le donjon rouge. Et vraiment ce truc pervers où Cersei lui a dit oui, mais t'es libre. Enfin, je veux dire, t'as tout le donjon rouge pour toi, tu peux circuler librement. Mais juste en fait, c'est une prison dorée, quoi. Ah, très clairement, très clairement. En tout cas, étant toujours éveillée, Sansa sursauta en entendant des bruits de pas précipités, des ordres donnés de manière véhémente, et elle vit par la fenêtre des hommes munis de piques et de torches. En effet, Sansa n'était pas sans savoir que de plus en plus d'agitation secouait la ville de Port-Réal, que des réfugiés arrivaient en masse fuyant la guerre, et que les provisions se faisaient rares, ce qui avait pour conséquence l'augmentation des vols et des meurtres. Donc pareil, ça on l'avait aussi évoqué lors du chapitre précédent de Tyrion, hein, que la ville de Port-Réal devient de moins en moins safe, hein, dû à l'arrivée des réfugiés, dû à la guerre. Et t'as l'impression qu'il y a une sorte de famine qui se prépare. Hein, dans un chapitre de Tyrion, c'était limite ça, quoi. Et donc Ouais. voilà quoi, il y a une petite ébullition au niveau des habitants de Port-Réal. Non, on sent qu'ils sont pas en position de force, en fait, du tout, quoi. Ils ont beau avoir, le trône, on n'a pas l'impression qu'ils sont en position de force. Bah, ils sont bien protégés quoi dans le Donjon Rouge et dans la citadelle de Mégor, mais c'est vrai qu'au niveau de la ville, ça a pas l'air ouf. Dès que Sansa vit que Preston Verchant avait fini son tour de garde, elle ne manqua pas un instant pour s'habiller, se recouvrir d'un manteau gris et le s'armer d'un couteau. Si c'est un traquenard, plutôt mourir que de le laisser me frapper davantage, se disait-elle. Donc, pareil, avec cette phrase, tu sens vraiment une évolution au niveau des personnages de Sansa. Euh, elle sent qu'en fait, elle est piégée, quoi. C'est un animal qui a été mise... alors, l'expression, c'est quoi? Mais je sais plus. Mais tu sens que voilà, elle est cernée de toutes parts, en fait. Donc c'est limite, ça se dit. Et il y avait déjà aussi, comment dire, un passage où justement, quand Geoffrey lui a montré la tête de Ned, où elle voulait limite se suicider avec lui, quoi. Donc là, il y a vraiment un point de non-retour où elle se dit que la mort, de toute façon, ça peut être équivalent au sort qu'elle vit actuellement. Ouais. Ouais, clairement, là, elle est elle se sent acculée, quoi, vraiment, dos au mur. Mais bon, peut-être, au final, quand même, elle tient, hein. Elle tient le coup, hein, pour l'instant. Sansa vit en sortant une colonne de spadassins en manteau rouge. Les gardes Lannister, pouvait-on reconnaître à leurs vêtements, et vit même le roi Geoffrey entouré de 4 gardes royaux, les dents enfilées son armure. On apprend en fin de chapitre que la population avait appris qu'un festin se préparait pour les noces de Tyrek Lannister et que certains se sont révoltés aux portes du Donjon Rouge. Alors, pour rappel, pour l'identité de Tyrek Lannister, il faut se rendre dans les appendices. Alors, lors de Tywin Lannister, le seigneur de Castle Rock, a, rappelle-t-on, si on suit les appendices, 3 frères et une sœur. Tyrek Lannister, dont on prépare le mariage, c'est le fils du second frère cadet de Tywin, Tywin Lannister, frère qui est décédé de la vérole. Donc Tyrek, c'est le neveu de Tywin Lannister par son second frère décédé. De plus, ce Tyrek Lannister, il nous était apparu dans le premier tome comme étant un des écuyers de notre feu bon roi Robert. Et on rappelle que c'est Cersei qui l'avait imposé, donc Tyrek Lannister, en tant qu'écuyer, tout comme Lancel Lannister, qui est lui le fils de Kevan Lannister, le premier frère cadet de Tywin, et un de ses généraux de guerre, qui est apparu dans quelques précédents chapitres de Tyrion.
Et on a d'ailleurs parlé de ce Lancel Lannister dans le précédent chapitre de Tyrion, car on avait appris que Cersei l'avait promu au rang de chevalier. Donc, sûrement pour le féliciter, voilà, d'avoir versé tout ce vin à Robert et d'avoir précipité sa mort. Mais pour revenir à la situation présente, c'est donc Tarek Lannister, donc le neveu de Tywin, je le rappelle, par son second frère décédé, qui doit se marier prochainement. Et j'ai pas notion dans le chapitre à qui, on sait? Non, 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 c'est OK. pas. Sansa courut aussi vite que possible, de peur que le roi Geoffrey, voire n'importe lequel de ses hommes, ne la remarque, et arriva enfin dans les bois sacrés. Une certaine atmosphère s'y ressentait. Sansa nous dit même qu'au sein de ces lieux, on sentait poser sur notre peau les milliers d'yeux invisibles des dieux. À la vérité, Sansa était plus proche des dieux de sa mère que des dieux de son père. Mais bon, après, les raisons qu'elle évoque, c'est elle aimait les statues, les motifs vitraux, les robes, les cristaux, etc. Donc voilà quoi, tu sens que les raisons ne sont pas pieuses. C'est pas là on n'est pas dans la religion quoi. C'est pas tellement ça qui l'importe. Oh mon Dieu. Mais c'est vrai que ça soulève un certain point, c'est que comment tu fais dans Westeros dans le cas où tu sais, bah, un de tes parents est un Andal, enfin vient des Andals et l'autre de tes parents vient des premiers hommes, après les anciens dieux et l'autre les nouveaux dieux quoi. Je veux dire quelle religion c'est parce qu'on on dit généralement dans notre monde que la religion se transmet par la mère, mais comment ils font à Westeros quoi? Parce que c'est vrai que cette question n'a pas été soulevée depuis le début de la saga. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que Sansa elle choisit à sa guise. C'est-à-dire que elle n'a pas choisi, mais elle peut faire les deux quoi. Est-ce qu'ils ont des fêtes, genre en mode Noël? Si. Ils fêtent les Bah, j'avoue, je crois pas que pour l'instant on ait une notion de fête religieuse. Hein. C'est vrai. Hein. Dans la Ouais, vérité, on n'a pas ouais. cette notion. Ouais, je Il doit y crois avoir pas. des choses, hein, Ouais. c'est sûr, mais Même dans la série, je suis est-ce qu'il y a pas de fête religieuse, décrite? non, t'as raison. Hein. Ça me dit rien, tu sais, genre en mode, tu sais, c'est le départ de l'étranger ou, le tu sais, le départ de l'étranger ou, le jour de la mère, le jour du père. Ouais. Non, mais j'imagine bien un truc où, tu vois, tu dois perdre. C'est une tradition de perdre sa virginité le jour de la Jouvencelle ou quelque chose comme ça, tu vois. Putain, ce serait chiant niveau timing, Ouais, tout le monde doit attendre, quoi, mais c'est comme ça. Hein. sa fille. Oh putain, ambiance bizarre. Tu sais ce que c'est ce soir, c'est? C'est le jour de la Jouvencelle. Mais non, j'avoue pas de notion de fête religieuse. Mais comme, enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a déjà abordé hein, à maintes reprises, surtout depuis le début du tome 2, mais la religion des Sept n'est pas très explicitée hein, depuis le début de la saga. Clairement. D'ailleurs, on vient de connaître leur nom dans le chapitre de Davos, quoi. Donc, Ouais, pour ouais, l'instant, il a ouais. fallu plus d'un tome pour avoir les 7 quoi. Hmm. Mais ça, elle ne le niait pas. Sansa trouvait que le bois sacré avait du charme, spécialement la nuit. Une voix surprit alors Sansa. Je craignais que vous ne veniez pas, petite. Elle ne put voir dans les ombres que son apparence, lourdement bâtie, dit-elle avec un pas traînant. Les rayons de lune éclairèrent alors son visage, et Sansa tomba nez à nez avec Sir Dontos Hollard. La déception, voire le désespoir, emplit alors l'être de Sansa. Et là c'est grave drôle, parce que, alors bon, ça vous le savez déjà pour les habitudes du podcast, hein, avec Guillaume, on est deux étudiants en médecine. Enfin, Guillaume un peu plus qu'étudiant maintenant. Mais du coup, ce matin, je t'ai fait, tu vois, les conséquences neurologiques de l'alcoolisme. Et tu sais, t'as les critères cliniques de l'alcoolisme chronique. Et c'est exactement ce qui se passe avec Sir Dontos. Tu sais, tu le vois avec les plaques rouges, enfin les plaques rosées en fait, dû à la dilatation des veines. C'est le gros nez là, comment on appelle, le rhinophyma. Et c'est exactement ce qui est décrit quoi. Et tu sens que elle tombe sur, en fait, elle le voit, elle approche, elle tombe sur un gros soulard
buveur chronique, tu vois. Mmh. Ouais, lui, si tu lui palpes le ventre, heu, c'est le bon bord tranchant du foie, bien palpable, Mmh. bien dur. Mais tu m'étonnes que enfin, qu'elle soit déçue, quoi, parce que en fait, depuis, bah, c'est ce qu'on disait, hein, en plus, c'est grave dur quand on donne de l'espoir, enfin, quand on a plus, on te donne un peu d'espoir et en fait, on te le retire, quoi et on te le retire Ouais, d'un coup franchement, ça se voit sec, que quand violent. je suis sûr quand elle est arrivée, elle l'a vu, elle a fait: «Lui, il va faire quoi lui?» Genre, «Tu vas faire quoi?» Non, mais c'est un peu, tu vois, un peu comme dans les films à la Shrek, tu vois, où tu Fiona qui s'attend à tomber sur son fiancé, tu vois, le mec, tu sais, le prince charmant. Et en fait, elle voit Shrek arriver. Et c'était pas ça la prophétie. La prophétie, elle disait, je dois embrasser mon prince, il doit me redonner ma forme de prince et c'est tout, ouais. Là, il est où mon prince? Concernant Sir Danto Solard, alors petit rappel de son identité avant de continuer le chapitre. Donc ce personnage est connu de la cour de Port-Réal comme étant un ivrogne notoire. Et il est apparu de façon... alors j'ai écrit notoire une deuxième fois, je suis désolé. Mais à deux reprises depuis le début de la saga. Premièrement, juste après qu'Eddard ait été fait prisonnier en tant que félon, c'était le seul, pendant l'audience de Geoffrey, qui avait eu la stupidité de réconforter Sansa par quelques mots. Mais heureusement, le chevalier Balanswal l'en avait empêché juste avant. Donc je sens que même avant ce chapitre, hein, il tenait quand même quelque part à Sansa, quoi. Donc ça sert pas de nulle part non plus. Alors c'est quelque chose qui a été mis dans le premier tome, mais et avec lequel on peut faire le lien maintenant dans ce chapitre, mais bon, c'est pas non plus voilà quoi le lien de l'année. Deuxièmement, lors du tournoi d'anniversaire de Geoffrey, donc ça tu l'as dit Guillaume dans ton résumé, hein, dans le premier chapitre de Sansa de ce second tome, parce que Sir Dantos était arrivé complètement bourré pour son combat contre l'auteur Brune, un franc-coureur au service de Lord Peter Baelish. Sansa l'avait alors sauvé en ayant eu la brillante idée, avec l'aide du limier, Sandor Clegane, de faire croire à Geoffrey que cela portait malchance de tuer un homme le jour de son anniversaire. Geoffrey décida alors de nommer Sir Donto Sollard comme bouffon du roi, en compagnie de l'actuel Lunarion. Sansa eut d'abord une réaction de rejet vis-à-vis de Sir Dontos, hein, le menaçant de son couteau en lui demandant quelle était la personne qu'il avait envoyée à sa rencontre. Mais Sir Danton Sollard ne se débanda pas et répondit qu'il était venu de sa propre initiative, tout en essayant de rassurer Sansa sur ses intentions. Il lui avoue que, depuis qu'il est devenu bouffon du roi, il se sent plus chevalier qu'auparavant, et tout cela grâce à elle, grâce à sa beauté, son courage, et la manière dont elle l'a sauvé des griffes de la mort. Et tu sais, il y a un peu ce passage Un où... peu moi je le trouve Ouais, un peu Guillaume. pédo, sur les bords, hein. Ah bon Mais bon. tu trouves? Moi je pense il a un petit faible, hein. Ah, dans ce sens-là, ouais. Et il reçoit une certaine affection, voire plus que de l'affection pour cette Ouais. petite fille qui est Sansa, quoi. Mmh mh. Ouais, Je ouais. pense que ouais, que tu le ressens. Je pense que tu as raison. Il y a un côté où tu as l'impression qu'il est c'est plus que de voilà quoi, c'est plus que de l'affection comme je dirais, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est Ouais, ouais. voilà, comme tu avais dit, un petit côté pédo. Mais d'ailleurs, je voulais rajouter, c'est vrai que je l'ai pas écrit dans mes notes, mais là j'y pense actuellement que on se trouve actuellement devant dans un bois sacré, devant un arbre-cœur. Et tu te rappelles Ouais, qu'on ah ouais, disait ouais. dans le dernier chapitre de John, Pas de lui il disait mensonge. que voilà, on pouvait mentir devant un arbre-cœur. Donc, est-ce que cette conversation est placée sous le signe de la vérité et ça confirmerait les dires, enfin de John, de Ned, parce que c'est Ned qui l'a dit à John, hein, mais c'est cette croyance du Nord, parce que Jérôme Mormont le croyait aussi, en tout cas, ou le père de Jérôme Mormont, je sais plus, ou bien est-ce qu'on va voir que, en fait, c'est juste une croyance et que Sir Dontos a des, comment dire, des plans qui ne sont pas Après c'est visibles un actuellement. arbre-cœur, mais c'est un arbre-cœur, mais on avait dit que c'était pas un baral, c'est ça? Oui, c'est un chêne dans le donjon rouge Mmh. dans le port, dans le bois sacré de Port-Réal. OK. Enfin, dans le bois sacré du donjon rouge, quoi. D'accord, OK. Mais comme on avait dit que la conversation entre Ned et Cersei avait eu lieu,
tu vois, pour que Ned Ça avait dit à comptait. Cersei qu'il avait convoqué, ouais, pour que les gens soient témoins. Bon, c'est vrai que c'est un peu dans le flou là. C'est vrai que comme on n'est pas en présence de Baral, peut-être que il y a une ligne de flou. Sir Dontos touche même une corde sensible et se compare à Florian de la célèbre histoire qu'apprécie Thor Sansa, Florian et Jonquil. Et d'ailleurs, au cours de la nouvelle du Chevalier Errant, donc pour ceux qui n'ont pas lu la nouvelle ni écouté nos épisodes, ça c'est tout nouveau. Mais on avait eu une représentation de cette histoire donnée par, tu sais Guillaume, la marionnettiste dont Dunk était tombé sous le charme. Ah oui, 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 je vois. Mhm. Et en gros, dans cette représentation, enfin on l'avait pas vu en entière, on avait eu juste quelques répliques, mais il y avait une réplique qui correspond un peu à la situation actuelle, où Jonquil dit à Florian qu'elle le connaît sous l'identité de Florian le Foll. Parce qu'en fait, le véritable nom c'est Florian Lidjo et Jonquille. Et Florian lui répond que tous les hommes sont des chevaliers et tous les hommes sont des fous quand ils sont en présence d'une femme. Je me souviens que c'était une phrase qui m'avait assez marqué quand on avait fait ces épisodes. Donc c'est pour ça que je la ressors ici, mais que ça correspond un peu à la situation de Ser Dontos, quoi. C'est-à-dire que tout le monde l'appelle Dontos Ivrogne, mais que en présence d'une bien-aimée, tous les hommes peuvent aussi avoir, en tout cas peuvent retrouver cette nature de chevalier qu'ils ont plus profond d'eux-mêmes, et que Ser Dontos est en vérité, puisque c'est un chevalier. Lorsque Sansa demanda à Sardantos comment il comptait la faire sortir, le chevalier ivrogne, qui a d'ailleurs bien bu en cette soirée, lui répond que la partie la plus difficile sera de la faire sortir du donjon rouge. Une fois cette tâche remplie, un bateau la ramènerait chez elle. Mais ce ne serait pas pour tout de suite, et il fallait trouver le moment adéquat pour la faire sortir. Sardantos voyait bien que Sansa était toujours aussi anxieuse, aussi fit-il un discours que j'ai trouvé particulièrement touchant, je sais pas pour toi Guillaume, mais particulièrement bien explicité en tout cas, Mmh. où Ouais. Sardantos reconnaissait ses torts, qu'il n'a rien fait pour la sauver, ni son père, qu'il est resté lâche face à la situation, et qu'il n'avait rien d'un Rien Redwine ou d'un Barristan le Hardy. Mais il est resté chevalier, et Sansa lui avait rappelé, aussi jura-t-il, dans le bois sacré, devant les dieux de son père, qu'il la renverrait chez elle. En entendant ces mots, Sansa fut rassurée. Alors juste petit point, c'est vrai que dans son discours du coup, Sordontos il dit qu'il n'était pas Barristan le Hardy, donc Barristan Selmy, hein, l'ancien commandant de la garde royale, donc qui a été entre guillemets viré par Geoffrey et dont on ne connaît pas la localisation actuelle, mais il dit qu'il n'est pas aussi Riam Redwine. Donc Riam Redwine on le connaît pas, mais on sait juste que c'est le seigneur de la Treille. Et c'est vrai que si du coup Sordontos le place à la même comment dire euh, comment dire, au même niveau que Barristan le Hardy, c'est vrai que ça va être un chevalier, Riam Redwine, assez, dont on doit parler de façon assez élogieuse en fait. Ouais, clairement, parce que Baristan, c'est quand même, top 5 chevalier, hein, il fait partie des GOAT. Voilà. Et c'est même Tyrion qui disait que en fait c'était une erreur assez conne. Je crois il disait ça à Cersei que c'était une erreur assez conne de l'avoir fait partir, de l'avoir viré, parce que qu'est-ce que diraient les gens en fait, la population, le petit peuple qui connaissait les histoires de Barristan Selmy, si ils voyaient ce chevalier émérite euh, cavaler avec Renly ou bien Stannis quoi. Mmh. Mais donc, Rian Redwine, c'est vrai qu'on n'a aucune information sur lui. Tout ce qu'on sait, c'est que il a participé au siège d'Accalmie en compagnie de Mess Tyrell, hein, là où Stannis, est resté pour défendre la forteresse des Baratheons. Mais donc, de ce qu'on comprend, ça doit être un chevalier, voilà, assez émérite. Sardontos dit à Sansa que pour préparer cette évasion, il ne pourra plus lui envoyer de message, que ça serait trop risqué. Aussi devait-elle venir dans le bois sacré le plus souvent possible. C'était le seul endroit sûr. Au donjon rouge, il y avait trop d'oreilles indiscrètes. De plus, en dehors de ce lieu, Sansa et lui devaient agir comme des étrangers. Un seul faux pas, et c'en serait fini de nos deux protagonistes. En retournant dans ses appartements, Sansa tomba nez à nez sur le limier. Elle se cogna contre lui dans les escaliers, et il en profita pour lui demander ce que le petit oiseau de Geoffrey
faisait en pleine nuit dans les parages. Elle remarqua qu'il était ivre, à sa posture, mais aussi à ses paroles, lorsqu'il lui dit qu'elle était presque une femme faite, mais pas tout à fait encore, toujours un petit oiseau qui devait lui chanter une de ses chansons farcies de chevaliers et de nobles dames. Mais Sansa répondit qu'elle n'aimait que les vrais chevaliers, et par extension, pouvait-on comprendre, ce qu'il n'était pas. Sandor Clegane, le limier, la raccompagna alors jusqu'à ses appartements, et à l'entrée de la citadelle de Magor, Sansa vit que c'était à présent Boros Blount qui montait la garde. Le pire des membres de la garde royale, d'après elle, qui était aussi vif et criel que laid. Belle description de Boros Blount. C'est vrai que Guillaume, tu m'avais dit que tu avais du mal à les différencier, Boros Blount et Meryn Trent. Hein. Euh, Bruce Blount, je le vois vraiment comme le gros dégueulasse, tu vois. Et Meryn Trent, je le vois plus comme le connard, mais surtout froid, tu vois, super froid. Bruce Blount. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après Meryn Trent, je crois qu'on le voit dans la série. Bruce Blount, je crois pas. Non, ouais, c'est Meryn Trent qu'on voit dans la série. Bruce Blount, comme tu as dit, on le voit pas, mais ça paraît vraiment comme un gros dégueulasse et que c'est celui que Sansa qualifie de pire parmi les membres de la garde royale. En conclusion de ce chapitre, Sansa pose une question très intéressante à Sandor Clegane. En fait, moi, c'est mon passage. Enfin, je pense que pour toi aussi, Guillaume, hein, je pense que c'est le meilleur du moment du chapitre. Mm. Pourquoi Sandor se laissait-il appeler chien alors qu'il ne laisse personne l'appeler sœur? C'est vrai que c'est une question que je m'étais jamais posée. En y réfléchissant, tu te dis, mais c'est vrai que Sandor, en fait, il se laisse appeler chien par tout le monde. Limite, il se laisse mâcher sur les pieds. Mais alors que à chaque fois qu'on l'appelle chevalier depuis le début de la saga, tu sais, il se renfrogne, il dit mais non mais je suis pas chevalier moi, etc. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il dit rien quand on l'appelle chien. Quand Geoffrey l'appelle chien, ouais. Mm. Sandor répond très simplement qu'il préfère les chiens aux chevaliers. Il lui raconte alors l'histoire de la création de sa maison. Alors Guillaume, est-ce que tu peux du coup conter à nos auditeurs ce que Sandor Clegane répond à Sansa par rapport à cette question? Alors, j'ai plus exactement les noms, mais grosso modo, j'ai un trou. Attends, putain, mais je l'ai lu tout à l'heure, ça. Attends. Euh, il le, Clegane le sauve des chiens ou un truc comme ça. Ouais. C'est Voilà. ça. Du coup, je prends la parole. Euh, Mm. En gros, un jour où Titos Lannister, donc le père de Tywin Lannister, euh, était en chemin. Alors je dis ça, mais on sait pas où il était quoi. C'est Mais sa sur ses life. terres sûrement. Il fut coincé entre une lionne et sa proie. Et bien que le lion soit le blason de la maison Lannister, la lionne n'en avait pas grand-chose à foutre. Donc, elle a commencé à attaquer Titos, et il s'en fallut de très peu qu'il n'y passe, si ce n'est qu'un maître piqueur du nom de Clegane passait par là, et donc a défendu Titos Lannister avec ses chiens. Sauf que trois chiens y restèrent pour préserver la vie du père de Tywin. Et donc, pour le en récompenser, Titos Lannister, enfin le maître piqueur du nom de Clegane, et qui était le grand-père de Sandor Clegane, donc reçut des terres, quoi d'autre, sûrement une petite maison, une petite forteresse, j'en sais rien, je me rappelle plus exactement, mais aussi le fait que son fils puisse être pris comme écuyer au sein de la maisonnée Lannister. Donc le fils du grand-père de Sandor Clegane, qui est, si on y réfléchit bien, est donc son père. C'est comme ça que la maison Clegane est née, et donc leur blason est représenté par trois chiens, car ils représentent les trois chiens qui furent sacrifiés, entre guillemets, pour sauver la vie de Lord Titos Lannister. Et quand, en fait, enfin, quand j'ai lu ce chapitre et tout, j'ai réfléchi, je me suis dit, putain, mais enfin, c'est dans des chapitres comme ça que je me dis, putain, le trône de fer, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de background
je trouve ça tellement impressionnant, le fait que, sur des petits détails, ils puissent rajouter du background de cette façon. C'est exactement comme, l'histoire de, la création de la maison Gondarion, tu vois? Avec, avec leur blason, avec l'éclair pourpre, sur un champ noir parsemé d'étoiles, et on se rend compte qu'il y a une vraie histoire derrière, quoi. C'est fou de se dire que, il y a un univers tellement vaste et en fait, il rajoute du détail et du background à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, quoi. Mmh. C'est fou c'est vraiment fou. Il arrive toujours à trouver quand même, il trouve souvent, le bon moment et le bon moyen de le développer, quoi. Ouais, vraiment. Il trouve il à chaque enfin, il rate pas une occasion, hein. Vraiment pour que ça passe crème, il Ah rate non. vraiment pas l'occasion. Et il y a quand même cette chose, pour moi, qui différencie le Trône de Fer des autres œuvres de fantasy que j'ai lues. Regarde, la plupart, c'est vraiment tout ce background qui est ajouté et qui rend Game of Thrones, l'histoire, mais l'univers super palpable. Parce que des fois, je lis des œuvres de fantasy et t'as l'impression qu'il y a aucun background. Et en fait, des fois, involontairement, même, je compare au Trône de Fer et je me dis, mais, enfin, je veux dire, il y a un château, il y a un blason, et il y a des, je sais pas, les gens, ils ont une famille, et t'as l'impression dans les autres œuvres de fantasy, dans la plupart en tout cas, que y a pas de passé en fait. Il y a pas de passé, il y a pas de background, il y a pas de paysage, que l'histoire se limite au point de vue des personnages, mais qu'il y a rien derrière. Alors, dans le Drone de Fer, c'est tellement... En fait, t'as l'impression que tout a une histoire, que tout est lié, et que ça fait sens. Et, euh, et franchement, tu peux te perdre dans cet univers, quoi. Et c'est fou, parce que plus tu rajoutes des détails comme ça, enfin, plus Martin en rajoute, plus ça crée un cercle vertueux, où en fait, tu te dis, mais si ça a une histoire, ça veut dire que ça aussi, ça a une histoire, ça veut dire que ça aussi, ça a un background, et du coup, ça fait que, en fait, tu dis que l'univers est super concret. Exactement. Mais comme on l'a dit, hein, toujours, le point fort de Martine, c'est le world building, quoi. C'est incroyable. Et c'est ça, hein, genre, tu non, mais c'est vrai qu'une fois que tu as réussi à appréhender, le lore, dans sa globalité et même, tous les détails, ne font que vraiment, enrichir, quoi. Enrichir vraiment le l'univers et tu arrives vraiment à te plonger dedans. C'est vraiment incroyable. Après avoir conté son histoire, Sandor Clegane glisse sa main sous la mâchoire de Sansa et soulève son menton, lui disant qu'un limier saura mourir pour vous, et que jamais il ne vous mentira, mais que les petits oiseaux comme elle ne sauraient en faire autant. D'ailleurs, il n'avait toujours pas obtenu sa chanson. Et Sansa lui répond qu'un jour, elle chantera une chanson volontiers pour lui. Euh, En guise de réponse, Sandor lui assène qu'elle est une mauvaise menteuse. Et il y a quand même ce truc où je me suis dit, pareil, en lisant ce chapitre, surtout à la fin, mais c'est vraiment mon passage préféré, où j'ai le plus de choses à dire, en fait. Euh, et là, j'ai senti, parce que moi, bon, voilà, j'ai lu les livres, donc je sais que ça diffère, mais il y a une vraie distinction franche là entre le Sandor de la série et le Sandor des livres. C'est-à-dire que le Sandor de la série, il a ce côté. Alors peut-être que cette scène, je suis même pas sûr qu'elle apparaisse dans la série, hein. Mais le Sandor Non. de la série, il est tellement brut, tu sens il ressent une certaine affection, et encore, c'est vraiment un grand mot, affection, pour Sansa, ou en tout cas une légère peut-être tendresse, mais c'est difficile à exprimer. Mais en fait, il s'est renfermé derrière ce caractère, derrière ce physique, qui fait que le Sandor de la série, enfin voilà quoi, il est renfermé, c'est dur quoi. Il y a vraiment ce côté brut de coffre quoi, où tu peux pas y accéder. Et je vois jamais le Sandor de la série se confier de cette manière, en racontant son histoire et en parlant de cette manière à Sansa quoi. Je sais Ouais. pas pour toi, Guillaume. Ouais, un peu moins, ouais, un peu moins. Après, moi, j'ai toujours vu Sandor, la relation entre Sandor et Sansa, comme, comment dire? Sandor, qui prend pas vraiment en pitié, mais qui se rend bien compte que Sansa, elle a rien à foutre dans un environnement aussi cruel et que c'est sa place est pas là, tu vois? Genre, Mhm. donc, par conséquent, il a quand même une petite part de pitié dans le sens où tu es là, tu es dans ce milieu hostile, tu rien à faire là et malheureusement tu es là et c'est triste, tu vois? Mais j'y peux rien. C'est un peu comme ça Mhm. que je vois un peu la situation. Bien sûr. Ça, je suis totalement d'accord avec toi.
Ça, c'est vraiment le Sander de la série, où comme tu dis, il ressent de la pitié envers elle et tu sens que en fait, ouais, t'as raison, il essaie pas de la sauver, mais si, enfin, c'est une gamine quoi, donc enfin, c'est chiant que tu sois là. Je vais essayer limite de protéger du mieux que je peux, mais voilà quoi, on peut pas faire grand chose pour toi. Mais là, la relation de Sander avec Sansa dans les livres, je sais pas comment tu vas trouver, mais il y a quelque chose de très ambigu en fait dans leur dialogue. Ou quand Sander Mmh, il arrive vraiment bourré, il prend Sansa par le menton, il lui dit, enfin limite, j'ai envie que tu me chantes une chanson quoi. Et la manière dont il se confie à elle, enfin, tu sais le Sander de la série, ok il la prend pitié, mais en fait enfin c'est pas qu'elle en a rien à foutre, mais jamais il irait se confier à elle. Genre je veux dire de ce côté-là il en a rien à foutre d'elle. Alors que ouais, le je non, il la développe pas ce niveau de confiance, avec elle. hmm. Alors que là il y a quelque chose de très ambigu en fait entre les deux. En tout cas j'ai Après, trouvé. En tout cas vu qu'elle est en fait, vu qu'elle elle est captive, tu sais, c'est un petit peu, de toute façon, elle a aucun soutien, elle a rien, mmh, c'est un peu, c'est un peu la cabine de confession, quoi, tu vois? Ce qui de toute façon, elle a personne à qui répéter, ses histoires, quoi. C'est pas à Geoffrey qu'elle va se confier, c'est un peu comme ça que je vois la situation. ouais, d'accord. Bon, en tout cas, c'est juste que je pense que tous les deux on est d'accord. En tout cas, il y a une Il y a une nette diff quand même. distinction, en tout cas, ouais, Pour moi, elle est pas entre. aussi nette que toi, mais je trouve que oui, effectivement, c'est pas exactement la même relation. Et j'adore la fin de ce chapitre. Quand en conclusion, Sandor lui dit, et j'adore cette phrase. En gros, bon, Sandor il vient de lui dire que c'était une très mauvaise menteuse quand elle lui disait qu'elle allait lui chanter une de ses chansons. Et Sandor lui dit, regarde autour de toi et hume un grand coup. Il n'y a que des menteurs ici et tous mieux doués que toi. Et je trouve ça génial de finir ce chapitre de cette manière. Sur cette phrase, ben, je trouve qu'elle est grave puissante en fait. Et je crois l'avoir déjà entendue à plusieurs reprises. Alors sûrement que justement c'est une phrase, comment dire, assez iconique de la saga. Mais je trouve qu'elle est assez puissante et tu sais, c'est vraiment les trucs qu'on se dit, Guillaume, quand tu finis un chapitre du Trône de Fer, tu te dis putain, là tu le finis bien quoi. Il sait tout on l'avait déjà dit, hein, mais il sait vraiment toujours, bien faire terminer ses chapitres, hein. On l'avait vu avec le précédent chapitre, vraiment, il a tout le temps la phrase, la punchline, tu vois? Et tu sais, même des fois, les chapitres, enfin, ce chapitre de Sansa, il peut être, je dis pas inintéressant, mais bon, il peut être beaucoup plus tranquille que les autres. Et tu dis que tu vas pas en sortir avec grand chose. Mais toujours à la fin, même quand tu te dis, ah bon, c'était un petit chapitre, quoi, il y a quand même une petite phrase où, voilà, quoi, c'est vraiment, t'en ressors bien, quoi. Tu sens que t'as mangé un bon chapitre. Et c'est, Bien mangé, bien non, mangé. mais c'est typiquement le genre de truc où je sais que, enfin, dans ma précédente lecture, c'est sûr que je me suis dit, au départ de la lecture dans ce chapitre, je me suis dit, ouais, c'est un chapitre sans ça, moyen. Et puis à la fin, je me pose quand même pendant une minute et tu relis la phrase de fin. Parce que j'imagine tellement la phrase dans la tête quand tu lui dis, ouais, enfin, voilà quoi. Regarde autour de toi et hume un grand coup. Il n'y a que des menteurs et tous mieux doués que toi. Ça, c'est génial. Mais c'est juste, il met les mots parfaits sur, des trucs que tu ressens, Parce que des fois, c'est ça qui me saoule des fois avec je sais pas, des récits politiques où t'as l'impression que c'est forcé. Ils disent oui, ici tout le monde est faux, tout le monde fait de la politique, tout le monde va te mentir, etc. Et ils te le disent avant même de te le montrer. Et là, c'est l'inverse. C'est parce qu'il te l'a montré qu'en fait, quand il le dit, il y a quelque chose de vrai en fait dans la phrase. Euh, donc voilà, non, mais j'adore cette fin de chapitre. Vraiment, c'est un chapitre qui m'a bien plu. Et peut-être aussi parce que je me retrouve étonnamment à apprécier de plus en plus ce personnage de Sansa. Donc voilà, Guillaume, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. non, j'ai rien à ajouter, mais je suis d'accord, les chapitres de Sansa, prennent de plus en plus de valeur. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié ce chapitre avec nous, de nous écouter. En tout cas, on a apprécié de le faire. Comme toujours, je vous enjoins à faire tout ce qu'il y a à faire sur les réseaux sociaux et pour nous contacter, etc., etc.
Et puis on se retrouve la prochaine fois pour un chapitre d'Aria, je pense. Hein. Je crois que la dernière fois qu'on l'a quittée, elle venait juste de se faire attaquer hein, par Amory Lork. Et donc là, sûrement on va la retrouver voilà, encore perdue dans le conflant. À la prochaine. À la prochaine.